Isolé sur la scène internationale depuis le lancement de son offensive en Ukraine, Moscou a tenu la semaine passée son second sommet Russie-Afrique. En clôture de l'événement, Vladimir Poutine a affirmé vouloir promouvoir un ordre mondial multipolaire juste et démocratique et de lutter aussi contre le néocolonialisme. Et là, pour comprendre tout ça, on va en parler avec notre politologue Benoît Lapierre. Salut Benoît! Bonjour Tania. Bon retour de vacances. Très heureuse de te retrouver là, sur nos ondes au 103.7. Les dernières années, les relations entre la Russie et les pays africains se sont vraiment intensifiées et Moscou est de plus en plus actif sur le continent, autant au point de vue économique que diplomatique. Oui, ben c'est ça, c'est avec les BRICS, donc le groupe qui représente le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, le continent africain, c'est vraiment le deuxième plus gros dossier pour la politique étrangère de Moscou. Et ça, ils font beaucoup d'efforts intensifier les relations avec ces pays-là. Et ça, c'est aussi pour montrer avec les BRICS, mais aussi avec le continent africain, que la Russie est peut-être pas si isolée que ça. On l'a vu que, justement, la diplomatie russe a fait beaucoup d'efforts pour se rapprocher de ces pays-là. Juste cette année, le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, a déjà fait 2 tournées du continent. Et ça, une des raisons pourquoi c'est si important l'Afrique, c'est que l'Afrique, c'est quand même 54 pays et c'est 54 votes à l'ONU. Donc, à chaque fois qu'il y a des projets de loi, des résolutions, ben avoir ce gros bloc de pays-là qui votent en ta faveur ou qui votent contre des résolutions qui pourraient te faire mal paraître à l'international, ben c'est important. Moscou fait beaucoup d'efforts pour avoir une bonne image sur le continent africain, mais il y a aussi des choses qui sont quand même, on va dire, naturelles, qui l'aident aussi à avoir une bonne image. Juste le fait que la Russie n'a pas de passé colonial sur le continent. C'est pas comme la France ou l'Angleterre, donc il n'y a pas un mauvais passé là-dessus. Juste ça, ça fait que les pays africains ont quand même une bonne image du pays de facto. Et une autre chose aussi qui les aide beaucoup, c'est que la Russie, c'est pas un hégémon économique comme la Chine ou les États-Unis, où ce qui arrive et après ça, ils exploitent vraiment plus économiquement. Faut dire que ça, là-dessus, c'est pas les Russes qui sont vertueux, c'est juste le fait que la taille de l'économie leur permet pas d'avoir une hégémonie économique sur le continent. Et ça, toute cette relation-là aide quand même, c'est pas juste du côté de Moscou, mais ça aide aussi des fois, c'est l'Afrique qui aide la Russie. Et on pourrait donner un dernier exemple en date, c'est à la mi-juin, ceux qui se rappellent de ça, il y avait une délégation africaine qui était venue pour proposer sa médiation dans le conflit ukrainien. Et ça, là-dessus, même si il était critique envers la Russie, ben quand même, on voyait qu'il essayait d'être médiateur entre les deux et il n'avait pas vraiment pris parti ni pour l'Ukraine, ni pour la Russie. Et dans le contexte international, le fait qu'on ne prenne pas pour l'Ukraine, ben c'est quand même une petite victoire pour Moscou de leur côté. Oui. Mais là, il y a certains analystes qui considèrent déjà que cette seconde mouture-là du sommet Russie-Afrique, c'est déjà un échec parce qu'il y avait moins de pays, moins de chefs d'État qui étaient présents que pour la première édition. Il se passe quoi finalement? Oui, ben c'est ça. Mais il faut dire, c'est vrai qu'il y avait moins de pays, mais il faut dire que c'était difficile de faire aussi bien que lors de la première mouture en 2019. En 2019, il y avait eu 54, tous les pays de l'Afrique étaient présents, donc 54 pays africains, et sur ces 54 pays-là, il y avait 45 chefs d'État qui s'avaient déplacé personnellement à Moscou, pas à Moscou, c'était à Sochi que ça fait, mais qui s'avaient déplacé personnellement pour l'événement. Okay. Donc, c'était vraiment difficile d'atteindre, de faire le même score. Cette année, il y a eu 49 pays et seulement 17 chefs d'État qui ont fait le déplacement pour la rencontre. Toutefois, même s'il y a moins de chefs d'État, il y avait beaucoup de numéro 2. Pour savoir que dans les systèmes présidentiels, il y a le président et après ça, il y a le premier ministre, tandis que pour nous, c'est le premier ministre qui est le chef d'État. Donc, il y avait beaucoup de premiers ministres et si c'était pas un premier ministre, c'était le ministère des Affaires étrangères, donc c'était vraiment plus des relations diplomatiques normales. Parmi les absents aussi, quand on regarde la liste des absents, ben il y en a qui sont un petit peu plus normales. On pourrait donner l'exemple du Niger, qui en ce moment vit un coup d'État vraiment en ce moment même. Donc je crois que le dirigeant du pays avait d'autres choses à fouetter que d'aller faire une rencontre internationale. Et aussi, il y aurait le cas du Sahara occidental, qui, lui, a quand même un statut particulier que c'est pas tous les pays de l'Afrique qui le reconnaissent, c'est pas tous les pays à l'international, et justement, la Russie le reconnaît pas comme un tel État. Donc, il s'avait déplacé en 2019,
Mais en 2023, il dit, regarde, vu qu'on n'a pas des vraies relations internationales avec Moscou, on va pas y aller. Et finalement, les autres cas, c'est surtout comme la position du Kenya, qu'eux ont dit, on va se faire représenter par l'Union africaine, qui était présente pour représenter tout le continent. Et eux, ils trouvaient que c'était la meilleure façon de faire pousser les intérêts africains. Au lieu d'être 54 représentants dans un autobus, on aime mieux avoir une personne qui représente tous les intérêts africains. Donc ça, c'est environ les raisons pourquoi il y avait certains absents lors de cette rencontre-là par rapport à 2019. OK, puis là, il y a une autre ombre au tableau. Il paraît, là, ce sommet-là, selon les observateurs, ça serait qu'il y a 4 chefs d'État qui n'ont pas participé à l'espèce de photo de famille à la fin de l'événement. Ça veut dire quoi, selon toi? Oui, c'est ça. Les photos de famille, ça, c'est à la fin de l'événement où tous les dirigeants se mettent ensemble. Et c'est vrai qu'il y avait eu 4 personnes qui ne sont pas présentées pour la photo de famille. Il y avait le président de la République démocratique du Congo, celui de Guinée-Bissau et celui du Sénégal, ainsi que le président des Comores, Azali Assoumani, qui est aussi le président de l'Union africaine. Et ça, la principale raison pourquoi ces dirigeants-là ont décidé de ne pas faire partie de la belle photo de famille à la fin de l'événement, c'est que dans les invités, il y avait le général Ibrahim Traoré, qui est le président par intérim du Burkina Faso, et lui est au pouvoir à cause d'un coup d'État en septembre 2022, qui avait déjà lui-même poussé l'ancien militaire qui était là, qui avait fait un coup d'État en janvier 2022. Ça, c'est quand même une épine dans le pied dans l'Afrique de l'Ouest. C'est vraiment pas tous les pays qui reconnaissent la légitimité du général Ibrahim Traoré. Et c'est donc, c'est là-dessus, c'est vraiment plus à cause de la politique interne africaine que ces dirigeants-là ont dit qu'il n'est pas question qu'on se retrouve dans une photo avec un dirigeant qu'on ne reconnaît pas la légitimité. OK. Et là, finalement, le Congrès s'est terminé par l'adoption d'une déclaration qui prévoit une coopération accrue. Là, on parle des domaines de l'approvisionnement alimentaire, de l'énergie, de l'aide au développement. D'après toi, est-ce que c'est des belles paroles ou il y aura vraiment des actions concrètes? C'est difficile de coordonner des actions concrètes quand on est une cinquantaine de pays, essayer de coordonner, mais accorder les flûtes de tout le monde. Quand on est à 50, c'est vraiment difficile, même juste à 2, des fois, ça peut être compliqué. Pour le noyau dur, faut savoir que dans l'Afrique, c'est pas un bloc monolithique. Il y a beaucoup de pensées, beaucoup d'idéologies différentes, et dans ces pays-là, il y a certains pays qui sont des très grands alliés de la Russie, et ça, ça pourrait aller depuis le temps de l'URSS. Puis il y en a d'autres qui étaient là à l'événement, vraiment juste par politesse. On peut penser au Sénégal, qui est très critique envers Moscou, ou le président des Comores, qui est aussi le président de l'Union africaine, que lui, c'était vraiment plus pour son rôle de président de l'Union africaine qu'il fallait qu'il soit là par politesse que pour des atomes crochus avec Moscou. Toutefois, il y a quand même un dossier pour l'approvisionnement alimentaire, il y a quand même du vrai concret qui est sorti de ce congrès-là. Et ça, c'est une des grandes mesures là-dessus, c'est que Moscou a promis d'aller livrer 50 000 tonnes de céréales à 6 pays africains qui se retrouvent vraiment comme les pays les plus pauvres ou les plus à risque de sécurité alimentaire sur le continent. On parle du Zimbabwe, Somalie, l'Érythrée, le Mali, Centrafrique et Burkina Faso. Donc ça, oui, c'est un petit peu un coup de com' que ça vient paraître sur le continent, mais aussi ça empêche des crises humanitaires dans ces pays-là et qu'après ça, ces pays-là vont sûrement pas l'oublier et que justement, à l'international, Moscou vient de se trouver quelques alliés en plus d'empêcher une famine généralisée dans ces pays-là. Et une autre chose qui semble vraiment résonner à l'oreille des Africains, c'est créer un ordre mondial multipolaire. Pour l'Afrique, c'est quand même assez parlant quand on a un passé colonial, soit avec l'Europe, soit avec les États-Unis ou maintenant avec la Chine qui arrive, le fait d'avoir un autre pôle de puissance, un contrepoids à l'international, qu'il n'y a plus une grande superpuissance, mais que maintenant les pays africains peuvent essayer de négocier, choisir leurs alliés quand il y en a plusieurs. Ça résonne beaucoup aux oreilles de la plupart des pays africains. Et ça aussi, c'est quelque chose qui semble émaner tranquillement plus à l'international, juste avec les BRICS aussi qui prennent de plus en plus d'importance. Donc ça, c'est avec les accords céréaliers, c'est sûrement le deuxième point où il y a plus de chances d'avoir de la chair autour de l'os dans les prochaines années. On leur souhaite vraiment, en tout cas. Oui. Bon, on va continuer sur le dossier, puis merci. Très heureuse de t'avoir retrouvé, puis on reste fidèle à notre habitude. Benoît, on se retrouve dans 2 semaines. Parfait, merci. Bonne journée. Bonne journée, salut.